Merci Lionel, Barou. Je les ai connus il y a une dizaine d'années. Ils étaient tout jeunes, tous encore, plein d'avenir. Ils n'ont pas déçu. Eh bien, je vous félicite pour votre brillante élection, chacun d'entre vous, et ce sont des amis, comme l'était évidemment Mohamed, que je salue, pour m'avoir fait venir pendant de nombreuses années dans cette belle ville de Marseille. Je me permets de souhaiter à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, plus encore que l'année dernière, sans doute parce que mes vœux s'accompagnent cette année d'un cadeau. Je vais vous le confier. Sachez l'apprécier. Depuis maintenant une bonne quinzaine de jours, nous travaillons, nous gagnons un peu d'argent, pas assez, sans doute, mais la bonne nouvelle, c'est que cet argent-là, de 2017, ne sera jamais impossible. Ça ne va arriver qu'une fois dans votre vie, c'est cette année. Pour bien comprendre le cadeau, vous me ferez l'amitié de m'écouter quelques instants tout à l'heure pour vous montrer que c'est vrai que les revenus de l'année 2017, pour l'essentiel d'entre eux, ne supporteront jamais l'impôt sur le revenu, et d'autre part, c'est pas pour cela qu'en 2018, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu. C'est donc un cadeau assez particulier que je vais vous offrir dans quelques instants, mais disons rapidement que dans cette loi de finances, comme l'a indiqué tout à l'heure, c'est une période intermédiaire. Et par conséquent, les mesures que je vais traiter, notamment celle-ci, risquent éventuellement d'être différées, modifiées, adaptées. Mais nous sommes obligés, évidemment, de commenter ce qui a été voté, et ce qui a été voté, c'est d'abord des textes sur l'impôt sur le revenu, sur les personnes physiques, c'est le point sur lequel je vais commencer, puis les entreprises, et un troisième volet très important, qui s'appelle le renforcement, qui a été évoqué tout à l'heure aussi, le renforcement du contrôle fiscal. Et dans le renforcement du contrôle fiscal, il y aura des mesures qui sont très directement, qui concernent très directement la profession d'expert comptable, et notamment ce sera ce fameux examen de comptabilité à distance qui va multiplier le nombre d'interventions de l'administration fiscale. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par la fiscalité des particuliers et de manière assez simple. On va dire que le barème a été évidemment augmenté comme chaque année de 0,1% et que à partir de cette augmentation, tous les seuils qui relèvent de celui-ci ont été modifiés. Je ne les commenterai pas, l'ordinateur fait ça beaucoup mieux que tout. Il y a une mesure qui concerne énormément de contribuables, 5 millions de foyers fiscaux, et cette mesure, c'est la réduction de 20% du montant de l'impôt sur le revenu pour les foyers à revenus dits modestes. Ces revenus dits modestes, c'est quand même des revenus qui sont de 21 000 euros, 20 500 euros pardon, pour les personnes seules et 41 000 euros pour les personnes mariées ou pacsées, auxquelles on ajoute 3 700 euros par personne en charge. Et ce dispositif s'applique dès maintenant, c'est-à-dire dès les premiers paiements de l'impôt sur le revenu en 2017 sur les revenus, évidemment, de l'année dernière. Comment les choses se sont passées? Déjà, elles se sont passées pour la première fois hier. Pour les contribuables qui ont des prélèvements mensuels, ils ont vu leur impôt réduit de 20%. On a calculé l'impôt après décote. Et sur le montant de l'impôt, pour ces contribuables, on a diminué l'impôt de 20%. Pour sortir un peu en sifflet, il y a une mesure qui est prise entre 18 500 et 20 500, et entre 37 000 et 41 000 pour faire que la diminution de 20% soit un petit peu réduite et dégressive. C'est donc une mesure qui est très importante et qui concerne bon nombre de personnes. Et alors,
vous attendez bien entendu la grande réforme qui s'appelle la réforme du prélèvement à la source. Souvent on utilise la retenue à la source, en réalité il faut avoir à l'esprit que c'est un prélèvement à la source, qui a pour vocation de permettre de prélever l'impôt sur le revenu de l'année. La vraie conséquence de cette disposition, c'est de supprimer le décalage d'un an entre les revenus perçus et l'impôt payé. Ce qui fait qu'il y a deux catégories de contribuables. Ceux qui, entre guillemets, en pâtissent, ce sont ceux qui entrent dans l'impôt sur le revenu, dans la vie active, et puis ceux qui en bénéficient. Ce sont ceux qui voient leurs revenus diminuer, puisque cette diminution de revenus est immédiatement impactée par une diminution de l'impôt. Quelles sont ces trois catégories? Disons-le, les personnes qui sont au chômage, les personnes qui prennent leur retraite, et puis les personnes qui décèdent. Alors comment les choses se passent? C'est très simple. On va d'abord commencer par continuer à déclarer les revenus de l'année. On aura supporté à la source un prélèvement. On calculera l'impôt sur le montant des revenus déclarés et on impliquera sur cet impôt le montant de la retenue qui a été faite à la source. À supposer que la retenue à la source soit égale au montant de l'impôt, eh bien, il n'y aura plus rien à payer quand on recevra l'avis d'imposition. Alors, il faut d'abord regarder quelles sont les modalités. Il y a deux modalités différentes. La première, c'est ce qu'on va appeler la retenue à la source. Et la retenue à la source concerne les traitements des salaires et assimilés, traitements, salaires et pensions. Et puis l'autre aspect, c'est un acompte à la source. Et l'acompte à la source concerne les autres catégories de revenus qui s'appellent les BIC, les BA, les BNC, les revenus fonciers et les pensions. Vous observez déjà que ne sont ni dans la retenue à la source, ni dans l'acompte à la source, un certain nombre de revenus, et en particulier les revenus mobiliers. Et pourquoi les revenus mobiliers? Parce que tout simplement, il y a déjà une retenue à la source qui s'appelle le prélèvement non libératoire, que vous prélevez contre une société distribue des biens ou des intérêts. Et puis deux autres catégories, les plus-values sur valeurs mobilières, qui ne sont pas dans la retenue à la source pour une raison que vous comprenez bien, c'est que d'une part, ce n'est pas un revenu récurrent, quasi par définition, et que deuxièmement, les modalités de calcul sont complexes, donc on ne les a pas mis dans ce prélèvement à la source. Et d'autre part, les plus-values immobilières, qui, elles, supportent déjà depuis longtemps un prélèvement à la source, puisqu'on paye l'impôt au moment où on vend le bien immobilier. Déjà, vous observez que les contribuables paieront en 2017 des produits qui s'appelleront revenus mobiliers ou qui réaliseront des plus-values, paieront bien entendu sur ces revenus un impôt en 2017. Vous voyez que mon cadeau se dégonfle déjà un tout petit peu. Alors maintenant, regardons comment les choses vont se passer. Lorsque je suis dans la retenue à la source, c'est le débiteur des sommes qui va prélever à la source le montant de l'impôt, ce qui fait que le salarié ou le retraité recevra une somme nette d'impôt sur son compte bancaire. Les revenus de janvier 2018 seront amputés de la retenue à la source. Pour les autres catégories, les indépendants, les revenus fonciers, il y aura un acompte à la source que l'administration fiscale prélèvera directement sur le compte bancaire du contribuable. Comme aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas de décalage. Maintenant, vous allez vous poser la question suivante. Comment va-t-on déterminer le taux de prélèvement à la source? Eh bien, c'est un taux de prélèvement par foyer fiscal. Par foyer fiscal, ça veut dire qu'on va tenir compte de la situation mariée, pacsée ou non, et puis du quotient familial.
C'est un taux par foyer, par conséquent, les deux conjoints, si on est mariés, supporteront en principe le même taux de prélèvement à la source. On verra que certaines dispositions sont retenues pour éviter éventuellement cette situation où, en cas de revenus très différents, il n'y a pas lieu de prélever à la source sur les revenus en cause le même taux. C'est ce qu'on va appeler tout à l'heure les taux différenciés par personne. Donc c'est un taux par foyer fiscal. Qui va donner le taux? C'est évidemment l'administration fiscale qui est responsable de la détermination du taux de prélèvement à la source, que ce soit le taux de la retenue à la source ou que ce soit le taux de l'acompte à la source. Sur quelle base? Sur évidemment ce qu'elle connaît, c'est-à-dire les déclarations qu'elle a déposées dans le passé. Et évidemment, vous avez déjà une première interrogation. Au cours d'une année civile, on aura donc deux taux de retenue à la source. Puisqu'on va avoir les déclarations qui seront faites sur les revenus de 2015 et de 2016 qu'on va déterminer maintenant. Et donc au mois de septembre prochain, on connaîtra le taux de notre retenue à la source, de notre prélèvement à la source, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au mois de septembre 2018. Mais à compter de septembre 2018, on aura déposé la déclaration des revenus de 2017 et l'administration sera en situation de pouvoir déterminer un taux de retenue sur l'année 2017 qu'elle communiquera aux employeurs ou aux caisses de retraite pour pouvoir, et qu'elle communiquera aux contribuables pour qu'il adapte son taux d'acompte sur le revenu. Vous voyez, un système un peu compliqué, puisque pour déterminer le taux, on est obligé évidemment de conserver le décalage d'un an de déclaration pour le traitement de l'information. Donc on a un même taux pour la retenue à la source que pour les comptes. Bon nombre de contribuables auront les deux, c'est-à-dire qu'ils sont salariés quelque part, ou percevant une pension, et exerçant une activité professionnelle, eh bien, ils auront en même temps un taux de retenue à la source et en même temps un taux d'acompte. Au total, ce sera le taux moyen qui sera appliqué. Donc ça, c'est la première opération. Dans cette affaire, les contribuables ne sont responsables de rien, sauf à avoir déclaré correctement leurs revenus, puisque c'est à partir de ces revenus qu'on va déterminer le taux. Alors vous allez me dire, il y a des contribuables qui n'ont pas du taux. Évidemment, il y a des contribuables qui n'ont pas du taux, d'une part parce que ce sont des nouveaux entrants. Ils vont entrer dans la vie professionnelle, ils n'ont jamais déposé de déclaration dont l'administration n'a pas pu déterminer leur taux d'imposition. Que va-t-il se passer? Eh bien, on a mis en place ce qu'on appelle un taux neutre. Le taux neutre, c'est une grille de taux en fonction du montant de la rémunération que l'on perçoit chaque année. Le taux neutre, par définition, il va s'appliquer à la retenue à la source, puisque pour les autres catégories, on aura toujours les cas. Et on dira, pour tel montant de revenus, vous regardez la grille, c'est un taux de 9%, ou bien un taux de 10,50, ou bien un taux de 0,5, ou un taux de 1, il y a 13 tranches, et l'employeur, ou bien il aura reçu de l'administration fiscale un taux concernant le salarié, et il l'appliquera, ou bien il n'aura pas de taux d'administration fiscale, et il appliquera le taux neutre en fonction du salaire qu'il verse à son salarié. Une petite surprise pourrait naître pour le dit salarié, si à supposer qu'il se trouve à un taux où il a 9%, et que si on lui donne un euro supplémentaire, il passe à la tranche à 10,5. Là, sa surprise sera intéressante, puisqu'au lieu d'avoir un euro de plus sur le compte bancaire, il en aura 20 de moins, parce que c'est comme ça, c'est la mécanique du taux neutre. Alors ce taux neutre, il existe soit pour les nouveaux entrants, soit pour les personnes qui n'ont pas déposé et pour lesquelles l'administration fiscale n'a pas d'informations sur les 3 années qui précèdent, et elle ne remonte jamais au-delà des 3 années pour donner un taux d'imposition. Voilà. Et ce taux neutre, ça c'est le taux neutre obligatoire, et il peut y avoir un taux neutre par option. Pourquoi un taux neutre par option? Parce que le législateur a pensé qu'un certain nombre de contribuables ne souhaitent pas donner leur taux d'imposition à leur employeur. Pourquoi?
parce que donner le taux d'imposition à l'employeur, c'est donner une information sur, un, les revenus du conjoint, et deux, le revenu du patrimoine. Et pour éviter de donner cette information, par souci de confidentialité, il est prévu que le contribuable puisse demander d'appliquer un taux neutre, c'est-à-dire le taux que je viens de rappeler. Simplement, si on demande l'application d'un taux neutre, évidemment que ça ne veut pas dire qu'on va payer moins d'impôts à l'administration, et que ce taux neutre sera complété par un acompte sur le prélèvement directement effectué par l'administration sur le compte bancaire du contribuable. Voilà ce qui concerne ce taux neutre. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler le taux différencié. Le taux différencié par contribuable. Le taux différencié, ça veut dire que pour essayer de ne pas prélever trop sur les rémunérations d'un membre du foyer fiscal qui a peu de revenus, alors que l'autre en a beaucoup, eh bien les contribuables ont la possibilité de demander un taux différencié, c'est-à-dire un taux plus faible concernant les rémunérations plus faibles, par rémunération, et puis un taux plus élevé pour le membre du foyer fiscal qui aurait des revenus plus élevés. Pour ce taux différencié, on tient compte de la rémunération individuelle de chacun des membres du foyer fiscal, puis on divise les montants des revenus communs par deux, et on calcule pour chacun d'eux un taux différencié. Ce taux différencié pourrait d'ailleurs être un taux neutre. Si je demande un taux différencié, un taux neutre, eh bien mon conjoint peut avoir, lui, le taux d'imposition normale, et moi le taux neutre, complété par la compte dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez un système assez bien conçu. Alors maintenant, comme il s'agit d'une réforme qui ne concerne uniquement que le recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification qui soit liée au calcul de l'impôt, à l'assiette de l'impôt, à ses modalités, eh bien, on avait déjà une première question qui était celle des crédits et réductions d'impôt. Pour les crédits et réductions d'impôt, on n'en tient pas compte pour calculer le taux neutre, parce que ce n'est pas les réductions des crédits qui sont systématiquement différentes. Et puis surtout, c'est que si on avait tenu compte de ces crédits et réductions d'impôt, ceux qui sont nés ou qui vont naître en 2017 risquaient d'être perdus, puisque dans quelques instants, je vais vous expliquer comment on traite l'année 2017. Donc on a décidé de maintenir les crédits et réductions d'impôt qui naissent en 2017. Et donc, naturellement, il faut les déporter d'une année sur l'autre. Il y a donc un décalage d'une année par rapport à la situation actuelle. Mais ils sont jamais perdus. On calcule le taux d'imposition sans tenir compte des crédits d'impôt, et on va y faire. Ce qui est évidemment de créer, il faut le dire, un gain budgétaire pour l'État, puisque un prélèvement qui va excéder le montant de l'impôt sur le revenu. Il y aura donc une restitution. Et on voit bien comment ça fonctionne. Pour atténuer les conséquences de ce décalage, il a été prévu qu'on puisse obtenir par anticipation un crédit de 30% du montant des crédits d'impôt qui apparaissent récurrents, c'est-à-dire ceux qui concernent les frais de scolarité et puis ceux qui concernent les salariés à domicile. Donc voilà un petit peu le mécanisme. Et puis comme ça ne modifie pas les modalités de calcul de l'impôt, il faut tenir compte des évolutions du foyer fiscal, parce que c'est un taux par foyer. Or, le foyer fiscal, comme vous le savez, chez nous, il est assez compliqué. Donc il faut, au fil de l'eau, pour essayer de faire que le taux de prélèvement soit le plus proche de la réalité, il faut que l'administration puisse tenir compte, le plus tôt possible, des changements dans la situation personnelle du contribuable. Changement dans la situation personnelle du contribuable, c'est d'abord le mariage. Avant le mariage, chacun des futurs conjoints avait un taux individuel. Dès lors qu'ils se marient, ils vont avoir un taux de foyer fiscal. Eh bien, il faudrait modifier le taux applicable aux deux nouveaux mariés. Simplement, jusqu'aujourd'hui, quand on se marie,
on a le choix entre soit conserver chacun son foyer fiscal pour l'année du mariage, soit créer un foyer fiscal unique pour l'année du mariage. En général, on faisait ce choix quand on faisait sa déclaration d'impôt sur le revenu. On calculait quelle était la situation qui apparaissait la meilleure, et on se disait, voilà ce que l'on va faire. Il est probable que l'on garde ce même dispositif. Néanmoins, si vous épousez une femme ou un homme qui n'a pas de revenus, votre taux d'imposition à la source sera plus élevé que la réalité, puisqu'il n'y aura pas de revenus. Donc je sais dans cette situation que je vais faire une imposition commune, j'informe l'administration du fait que je me suis marié, et elle diminuera mon taux de retenue à la source parce que je me suis marié. Si au contraire, je me marie avec quelqu'un qui a plus de revenus que moi, je devrais normalement prévenir en disant qu'il faudrait augmenter le taux, mais il est probable qu'on ne le fera pas puisqu'on essaiera de voir. Donc, c'est une information qu'il conviendrait de fournir à l'administration si on veut que le taux de prélèvement soit très contemporain par rapport au changement de situation. Dans l'exemple que je vous ai donné, si vous pouvez épouser un conjoint qui a des revenus importants, ce n'est pas l'augmentation du taux de prélèvement qui voudrait vous en dissuader. C'est plutôt la solution la meilleure dont on peut. Mais, vous voyez, la première difficulté, c'est cette. La deuxième difficulté, évidemment, comme je suis entré dans le mariage, je suis entré dans les problèmes. Le premier, c'était le changement de taux. Le second, c'est le changement de situation. Ça s'appelle le divorce. Ou la séparation du prince. Donc, en matière de divorce, là, je n'ai pas le choix, puisque je sais que l'année du divorce, j'aurai une déclaration séparée obligatoire. Donc, il faudra que je prévienne l'administration du fait que je vais former deux foyers fiscaux distincts, et ce changement peut conduire soit à l'augmentation pour l'un des conjoints de son taux de revenu à la source, et peut-être à la diminution de l'autre. Ça, c'est une information au fil de l'eau que je devrais donner à l'administration fiscale. N'en profitez pas. Dans cette situation toujours compliquée du divorce, pour donner une information à l'administration fiscale qui pourrait laisser penser que votre conjoint, non seulement il vous a trompé, mais il aurait aussi pu tromper le fisc. Ce serait pas bien, parce que je rappelle qu'il existe une règle qui s'appelle la solidarité des conjoints dans le paiement de l'impôt sur le revenu. Et que par conséquent, s'il y avait remise en cause du montant des revenus antérieurs, l'administration serait en capacité d'aller rechercher l'impôt sur l'un ou l'autre des ex-conjoints. Je pense que ce message, il est bon de le faire passer autour de vous. Je continue donc, après avoir eu ce divorce, et je ne vais pas parler des cas particuliers où il y a des séparations et pas des divorces, avec des revenus différents et des revenus distincts. Là, on a des difficultés particulières pour appliquer le CGI. Et puis ensuite, vous avez les enfants. Évidemment, la naissance d'un enfant, c'est une demi-part ou une part supplémentaire, ça dépend si c'est le premier ou le 20e. Et donc, si on a une demi-part supplémentaire ou une part supplémentaire, notre taux doit être modifié. Donc, il faut prévenir l'administration des naissances et on pourra avoir une diminution du taux de prélèvement à la source. Et puis ensuite, vous avez malheureusement le décès. Et dans le décès, eh bien, il y a des règles particulières, l'année du décès, comment on détermine le foyer fiscal du conjoint survivant, parce que malheureusement le décédé, lui, n'a pas de problème. Et comme il faut à peu près 2 ans pour régulariser la situation fiscale du conjoint survivant, vous voyez les difficultés. Ce sont des difficultés qui sont pour l'administration fiscale, puisque c'est elle, et elle seule, qui est responsable de la détermination des taux de prélèvement à la source, à condition, bien entendu,
qu'on lui fournisse les informations dont elle a besoin pour pouvoir faire cette approche. Mais c'est un travail au fil. Voilà à peu près comment le système fonctionne. Vous avez compris qu'une retenue à source prenne en compte, à partir d'un taux, par foyer fiscal, déterminé par l'administration ou sa seule responsabilité. Le débiteur de la somme, c'est-à-dire l'entreprise, a supposé qu'elle prélève l'impôt sur le revenu sur un salarié et qu'elle ne le verse pas au trésor. Eh bien, le salarié n'a pas de problème. On ne peut pas l'ennuyer. Il est considéré comme ayant payé son impôt. Il est libéré de sa charge fiscale. Évidemment, l'entreprise peut avoir des problèmes avec l'administration fiscale pour aller rechercher, évidemment, ce prélèvement qui a été fait. Ça existe déjà dans d'autres domaines. Le prélèvement à la source concerne aussi, évidemment, les prélèvements sociaux. Bien. La deuxième partie qui vous intéresse, ça c'est la mécanique habituelle, c'est ce qui va se passer de manière permanente. Mais il y avait un problème pour passer à cette retenue en 2018, c'était comment on allait traiter les revenus de 2017, puisque si on ne faisait rien, on aurait dû avoir une retenue à la source en 2018, puis le paiement d'impôt sur 2017, ce qui fait qu'en 2018, on aurait payé 2 fois l'impôt sur le revenu, ce qui n'était pas acceptable. Alors on a décidé d'une année blanche, c'est-à-dire une année de revenus qui ne seront pas imposés, qui ne seront jamais imposés sur le revenu, c'est ça mon cadeau. Et c'est la vérité. On a décidé que tous les revenus qui ne sont pas des revenus exceptionnels seront exonérés de toute imposition à travers un mécanisme particulier qui s'appelle le mécanisme du crédit d'impôt, modernisation du recouvrement. Comment les choses se passent globalement? D'une part, on va, comme je le disais tout à l'heure, déclarer les revenus de 2017, comme on déclarera après les revenus de chacune des années. Sur ces revenus de 2017, on devrait déterminer le montant de l'impôt qu'on aurait dû payer. Et que sur cet impôt qu'on aurait dû payer, on va regarder quel est le montant du crédit d'impôt modernisation recouvrement. Si ce crédit d'impôt modernisation recouvrement est égal au montant de l'impôt qu'on aurait dû payer, eh bien on ne paiera rien sur les revenus de 2017. J'imagine, et je donne tout de suite une solution pour les salariés qui n'auront en 2017 que des traitements et salaires, qui n'ont pas de revenus fonciers, qui n'ont pas de revenus accessoires. Bien, pour ces salariés, et qui n'auront pas en 2017 des revenus exceptionnels dans la catégorie des traitements salaires qui reviendraient, eh bien pour ces salariés-là, quelle que soit l'évolution de leur salaire, ils ne paieront jamais l'impôt sur le revenu sur ces salaires. Maintenant, ces salariés peuvent, ou certains salariés, peuvent avoir en 2017 des revenus qu'on va appeler exceptionnels. Les revenus exceptionnels, ce sont ceux qui ne sont pas renouvelables. Et par exemple, si en 2017, un salarié fait valoir ses droits à la retraite, qu'il perçoit une indemnité à l'occasion du départ à la retraite, que cette indemnité entre dans le champ de l'impôt sur le revenu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est imposable, et bien sur cette indemnité, il n'y aura pas de calcul du crédit d'impôt modernisation recouvrement. Ce qui veut dire que cette indemnité supportera un impôt sur le revenu au titre de 2017. Le monde comprend. Et donc, j'aurai, entre le montant de l'impôt à payer et le montant du crédit d'impôt, eh bien j'aurai une différence que je paie. D'autres, ça c'est la règle générale. Ensuite, le législateur a prévu un certain nombre d'indemnités qui sont susceptibles d'entrer dans la catégorie des revenus exceptionnels, donc dans l'assiette de l'impôt sans le crédit d'impôt. C'est les indemnités de fin de contrat de CDD, de CDI, d'intérim, les indemnisations de la fin du mandat social,
c'est toutes les primes qui ne sont pas des primes habituelles, qui ne sont pas dans l'assiette du crédit d'impôt, modernisation, recouvrement. Voilà la question relativement simple pour la catégorie des fameux salaires dans les principes. Et notamment toutes les primes qui seraient octroyées en 2017 et qui ne présenteraient pas un caractère habituel, eh bien, ne seraient pas dans l'assiette du crédit d'impôt, modernisation, recouvrement. En conséquence, ces primes seraient imposables. Et puis vous avez, pour les autres catégories de revenus, c'est-à-dire les BIC, les BA, les BNC, les revenus fonciers, voire les pensions alimentaires, des mesures particulières pour éviter que le contribuable détermine en 2007 des revenus plus importants que d'habitude. Si vous voulez bien, on peut commencer par les revenus fonciers pour expliquer comment le législateur a traité le sujet, pour éviter qu'en 2017, les revenus fonciers d'un contribuable soient très importants par rapport à ce qu'il avait habituellement. Que peut-on faire si on voulait avoir des revenus fonciers très importants en 2017, puisqu'ils ne seront pas imposés? Ce serait d'une part de percevoir des loyers en 2017 au lieu de les percevoir en 2016 ou en 2018. Méthode assez classique que beaucoup auraient pu imaginer, mais le législateur a dit ça, c'est pas possible, on aura une règle concernant les produits à retenir. Et puis la deuxième méthode est assez simple, c'est de dire, eh bien en 2017, je ne ferai pas de travaux, comme ça j'aurai un gros revenu, puis je ferai mes travaux en 2018 ou en 2016. Évidemment, ce serait facile, enfin, c'est pas aussi facile que cela, parce que chacun d'entre vous savez bien que les travaux, ça ne se décide pas toujours par anticipation. Quelquefois, ils sont nécessaires, c'est la raison pour laquelle on fait une petite distinction avec ce qu'on appelle les travaux d'urgence. Mais on va dire les choses simplement. On va dire, eh bien, on va répartir les travaux sur 2017 et 2018. On totalisera ces travaux, on divisera par deux pour savoir quel est le montant des travaux qui sont déductibles en 2018.